Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information sur Ivoire TV. Voici les titres de ce journal. Tolérance zéro pour tout contrevenant à la mesure de gratuité des soins dans les hôpitaux publics. C'est le message fort que le gouvernement a lancé ce mercredi 5 octobre à l'issue du Conseil des ministres. Désormais, les valeurs féminines ivoiriennes seront répertoriées à l'intérieur d'une base de données. Hier, mardi 4 octobre, le lancement officiel des travaux de l'élaboration du compendium des compétences féminines a eu lieu à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères dans le centre d'Abidjan. Hors de nos frontières, la coopération ouest-africaine est en bonne marche. Les ministres des Transports et des Infrastructures de 6 pays de la sous-région, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, se retrouvent à Cotonou dès demain pour étudier le projet de la construction d'une ligne ferroviaire Cotonou-Abidjan. Ce mercredi matin s'est déroulé au palais présidentiel d'Abidjan un conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara. Grande information à l'issue de cette réunion gouvernementale, les autorités ivoiriennes s'engagent à sévir lourdement contre tout membre du corps médical récalcitrant à la mesure de gratuité des soins dans les hôpitaux publics. Le compte rendu dans cet élément. Le gouvernement ivoirien était réuni ce mercredi 5 octobre 2011 au palais présidentiel d'Abidjan à l'occasion du traditionnel conseil des ministres hebdomadaires présidé par le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre au sommet de l'appareil étatique, des sujets importants ont été abordés, entre autres, le projet de décret portant sur l'organisation des ministères de l'Emploi et de la Solidarité, du Plan et du Développement et des ressources animales et halieutiques, le respect de la mesure de gratuité des soins médicaux dans les hôpitaux publics et les consignes régissant le fonctionnement des barrages routiers et des perquisitions par les forces armées nationales. S'agissant de l'effectivité du libre accès aux soins dans les hôpitaux publics, le ministre Bruno Koné, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a affirmé que des instructions fermes ont été données à la ministre de la Santé pour que tout agent du corps médical de la fonction publique qui serait surpris en train de faire payer des frais médicaux aux patients dans les différents centres hospitaliers soit lourdement sanctionné avant de révéler que dans les prochains jours, une ligne téléphonique sera ouverte aux fins de recevoir d'éventuelles plaintes de population. Je peux vous dire que tous les cas avérés de dérive seront sanctionnés. Et Madame la ministre de la Santé a même fait cas de personnes qui n'ont pas agi dans le cadre des mesures qui ont été prises et qui ont été sanctionnées. Des fonctionnaires sont aujourd'hui sous sanction disciplinaire pour ne pas avoir apporté à des malades les soins qu'il fallait alors que les moyens étaient là. Mais pour le détail des mesures à mettre en œuvre, c'est le ministère de la Santé qui vient de demander un numéro court. Ce numéro court, je pense dans les prochains jours, va être communiqué à la nation, donc à travers les médias. Et toutes les personnes qui subiront des tracas, donc en dehors de la mesure de gratuité qui a été prise, pourront appeler ce numéro et éventuellement faire sanctionner les personnes qui auront été fautives. En outre, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la mission que le président de la République doit effectuer à l'ouest du pays. Un périple dont la date n'a toujours pas été clairement fixée, du fait que le chef de l'État attend toujours un point complet sur la situation qui prévaut dans cette partie du territoire national avant tout déplacement. Une mission, comme vous le savez, plusieurs missions même ont été envoyées à l'ouest, dont une qui est revenue de l'ouest ce matin même, et qui a présenté au Conseil des ministres la situation sur tous les plans, au plan logistique, au plan sécuritaire, etc. Et à la suite des débats qu'il y a eu, qui ont été relativement longs, le président de la République a demandé au comité d'organisation, qui est présidé par le Premier ministre, de faire un état des lieux, de faire un point complet suite à toutes les visites et suite à tous les constats qui ont été faits pour décider si cette visite se faisait maintenant ou si elle se faisait à une date ultérieure. Au terme de cette communication, le ministre Bruno Koné a rappelé le voyage que doit effectuer le chef de l'État ce jeudi au Ghana voisin, puis de relever la volonté du docteur Alassane Ouattara de voir de moins en moins son nom associé au parrainage des événements ayant cours à travers le pays.
La gente féminine sera-t-elle bientôt au cœur des actions de développement de la Côte d'Ivoire? C'est en tout cas le défi que veut relever la cellule des affaires sociales et du genre de la présidence de la République qui, en collaboration avec l'ONU Femmes, a lancé hier mardi 4 octobre les travaux d'élaboration du compendium des compétences féminines aux Ivoiriennes. Faire de la femme un acteur incontournable dans le développement de la Côte d'Ivoire, voilà le sens de la cérémonie de lancement officiel des travaux de l'élaboration du compendium des compétences féminines organisée par la cellule du genre et des affaires sociales de la présidence de la République ce mardi 4 octobre 2011 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères dans le centre-ville d'Abidjan. Il est 15h30 quand le coup d'envoi de cet événement sera donné avec l'arrivée de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui sera suivie de la première allocution dite par Madame Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République, qui a salué l'engagement du numéro 1 ivoirien pour la promotion des valeurs féminines avant de rassurer l'auditoire que l'élaboration de ce compendium produira des effets sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je voudrais qu'il vous soit possible de réitérer les sincères remerciements au président de la République pour sa vision et pour les ressources dégagées à chaque étape de cette noble mission qu'il nous a confiée. C'est aussi le lieu de relever et de rassurer l'illustre auditoire de cette cérémonie de lancement que le répertoire des compétences féminines ivoiriennes couvrira tout le territoire national et prendra en compte toutes les sphères de contribution de la femme au développement. À sa suite, c'est Madame Yao Euphrasi, présidente du comité scientifique du compendium, qui va prendre la parole pour détailler à l'auditoire le plan d'action de cet organisme en vue de la revalorisation des compétences des femmes et des jeunes filles ivoiriennes. Par ailleurs, des témoignages ont été fournis par deux éminentes personnalités, en l'occurrence Madame Cissé Aïssatou, PDG de l'entreprise de transport Pendis Côte d'Ivoire, et le président du Conseil économique et social, M. Zadi Kessi Marcel, qui ont tous deux communiqué à l'assistance leurs expériences dans la lutte pour l'affirmation féminine et la situation de la condition de la femme dans les sociétés ivoiriennes. C'est finalement autour de 17h10 que cette cérémonie va s'achever, avec le mot de la première des citoyennes ivoiriennes, qui a pour sa part promis rendre fidèlement compte à son époux, par ailleurs chef de l'État, de la grande richesse que constitue la gente féminine ivoirienne. Soyez rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher époux, tiendra le pari qu'il a pris de valoriser la femme. Je suis venue, j'ai entendu, j'ai vu la détermination, j'ai compris votre engagement à ses côtés et je lui rendrai compte de cette force et de cette richesse que vous constituez. C'est donc avec un réel plaisir et une profonde assurance que je voudrais, au nom du Président de la République et en cet instant solennel, lancer officiellement les travaux pour l'élaboration du répertoire des compétences féminines ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire et de la diaspora. Au terme de ces instants, quelques participants ont réaffirmé à notre micro leur foi en la matérialisation d'une Côte d'Ivoire où la femme occupe la place qui lui revient. La première chose qui impressionne, c'est cette prise de conscience qui amène non seulement à identifier les compétences masculines, mais à mettre l'accent sur les compétences féminines. Et étant donné que, à l'origine, les problèmes de scolarisation ont fait qu'il y a eu, au niveau de la scolarisation de la jeune fille, un taux très faible. Aujourd'hui, malheureusement, cela se perçoit ou s'aperçoit dans l'environnement socio-professionnel. Ce qu'on se demande, c'est que là, le fossé est encore très grand. Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, on peut espérer que la femme ait une place plus ou moins honorable, peut-être les 20%, peut-être pas forcément les 30%? Écoutez, nous disons 30% au moins. Ce qui veut dire qu'à partir de 30%, on peut aller au-delà. Voyez-vous, c'est possible de le faire. Et
ce répertoire de compétences, comme bien d'autres également l'ont commencé, ce répertoire de compétences permettra justement de rendre visibles toutes les femmes. Je veux dire par là que si les stéréotypes que nous avons accumulés dans nos esprits, différents aussi bien dans celui des hommes que des femmes, si nous arrivons à élarguer ces stéréotypes, nous arriverons à quelque chose. Alors, est-ce que vous croyez pour votre part que la promotion de la femme rentre dans le cadre justement de la valorisation des choses spirituelles? Je crois que c'est une très bonne initiative pour élever, pour reconnaître surtout les compétences des femmes. C'est très important pour une société démocratique où les femmes se sentent égales comme les hommes dans tous les domaines. Quels sont les auteurs d'exactions et de crimes durant la crise post-électorale? C'est la lourde interrogation à laquelle les enquêteurs de la CPI auront à répondre au terme de l'enquête qu'ils doivent très prochainement conduire en Côte d'Ivoire. Ce lundi 3 octobre, le procureur général de la Cour pénale internationale, Luis Ocampo Moreno, a reçu l'autorisation d'ouvrir un dossier judiciaire en vue de faire la lumière sur les responsabilités des forces en conflit dans les massacres qui ont suivi le second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le procureur Luis Moreno Ocampo a obtenu le feu vert des juges. Il devrait donc se rendre en Côte d'Ivoire prochainement pour enquêter sur les crimes commis à la fois par les forces de l'ancien président Laurent Gbagbo et celles d'Alassane Ouattara après le 28 novembre 2010, date de l'élection présidentielle. Le procureur Ocampo avait déposé sa requête le 23 juin dernier, une requête accompagnée d'un dossier très fourni, une compilation de plusieurs centaines de témoignages, 655 au total, autant de récits de victimes qui détaillent les pillages, les meurtres et les viols. Le procureur Ocampo a désormais pour mission de dénicher les preuves qui accréditent ces témoignages, mais aussi de déterminer les responsabilités. Et parmi les victimes qui se sont manifestées, les 3/4 pointent du doigt les forces d'Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui s'était fendu d'une lettre à la CPI le 3 mai dernier pour demander à ce qu'une enquête soit menée sur les crimes les plus graves. L'ONU estime à plus de 1000 le nombre de personnes tuées lors de la prise de Douékoué dans l'ouest du pays par les forces républicaines. Ailleurs, sur le continent africain, les États s'affairent à renforcer le commerce sous-régional ouest-africain. En effet, les 6 et 7 octobre prochains, les ministres des Transports et des Infrastructures de 6 pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, se retrouveront en conclave à Cotonou pour statuer sur le projet de la réalisation d'un chemin de fer devant relier Cotonou à Abidjan en passant par le Niger et le Burkina Faso. Une seconde vie pour les chemins de fer en Afrique de l'Ouest. Les 6 et 7 octobre prochains, les ministres en charge des transports et des équipements de 6 pays ouest-africains se réuniront à Cotonou pour débattre de la question. Objectif, l'analyse du marché et le financement de la liaison ferroviaire. Ces assises se dérouleront en présence du président de la République béninoise, Boni Yayi. Actuellement, nous sommes, on peut dire, à l'étude diagnostique. L'étude porte en même temps sur les options de financement. Donc c'est cela qui fera l'objet d'une réunion entre les experts et d'une réunion des ministres en charge des transports et des infrastructures de chacun des pays que j'ai cités. Les premiers pas de ce projet avaient déjà été posés lors de la visite le 18 juillet dernier du président nigérien Mahamadou Issoufou au Bénin. La concrétisation de ces assises sera la construction de l'axe ferroviaire Cotonou-Abidjan en passant par le Niger et le Burkina Faso. Ce projet de chemin de fer prendra aussi en compte la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana et le Togo. Avec le développement du commerce, surtout avec l'Interland, c'est-à-dire les pays au nord de notre pays, du Bénin. Vous savez que le corridor béninois est très important pour des pays comme le Niger. Et les routes sont de plus en plus dégradées. Construits pendant la colonisation, les chemins de fer ont très tôt connu leur déclin à la suite des indépendances. Leur résurrection permettra non seulement la préservation des routes nationales qui se dégradent sous le poids des gros porteurs, mais participera aussi au développement économique des pays concernés. Dernière information de ce bulletin, une dizaine de morts. C'est le triste bilan de l'attentat qui a frappé le centre de la capitale somalienne hier mardi 4 octobre. Cet attentat dont le bilan ne cesse de s'alourdir a été revendiqué par la milice Chebab. Des corps sont emmenés
D'autres jonchent encore le sol. L'attentat au camion piégé a fait des dizaines de morts. Le quartier de Mogadiscio, dévasté par l'explosion, abritait 4 ministères. Parmi les victimes, de nombreux étudiants qui faisaient la queue devant un bâtiment officiel. Ils espéraient obtenir une bourse scolaire. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les secours continuent à chercher des disparus et à transporter les blessés vers les hôpitaux les plus proches. Cet attentat suicide, le plus meurtrier de ces dernières années dans la capitale somalienne, a été revendiqué par les islamistes Chebab. Qu'il s'était retiré, ne restant qu'à la périphérie de la capitale Mogadiscio. Mais il semblerait que maintenant, il soit dans une nouvelle stratégie, une stratégie qu'on appelle en anglais de hit and run, c'est-à-dire de venir frapper et de se retirer tout de suite à partir des bases qu'ils ont justement gardées, notamment dans un quartier qui s'appelle Pasta Factory, et qui peut leur permettre de mener des raids comme ça ou des opérations suicides. C'est le premier attentat à Mogadiscio depuis que les Chebab ont quitté la ville en août dernier, suite à une offensive des troupes pro-gouvernementales et de l'Union africaine. Ils avaient alors menacé de lancer des attaques contre des installations officielles. Ce mardi, ils ont montré que leur force de frappe était intacte. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve dans quelques jours pour une autre édition de l'information sur ivoiretv.net. D'ici là, restez connectés à l'écho de l'info sur le net. Au revoir.